Voilà, donc un petit tour d'horizon. J'ai été pioché un peu partout en France dans les 10 ans d'expérience issues du concours Capitale française de la biodiversité, une série d'actions réalisées. Tout cela, tout ce que je vous montre, c'est réalisé. Et puis, vous aurez évidemment accès à ce document sous format PDF. Et je vous ai mis des liens vers des textes, des vidéos, des éléments de compréhension. Donc, vous pourrez aller piocher ce qui vous intéresse. Et je vais pour l'instant vous faire un panorama très rapide. Évidemment, pour protéger ou restaurer la biodiversité sur son territoire, il faut commencer par se pencher sur la connaissance que l'on a du vivant sur son territoire. Et par exemple, on peut faire un atlas de la biodiversité communale qui consiste à d'abord récolter tout ce qui est déjà connu et puis ensuite compléter avec les trous qu'on a identifiés dans la raquette de la connaissance et puis enfin réaliser un plan d'action et traduire cette connaissance des enjeux dans les actions locales. Vous avez jusqu'au 15 septembre, si je ne m'abuse, pour candidater à l'appel à projet de l'Office français de la biodiversité qui finance les collectivités pour réaliser ce type d'action. Et nous sommes à votre disposition pour vous aider méthodologiquement à vous donner des ressources ou des exemples, à vous mettre en contact avec d'autres collectivités qui l'ont réalisé en Île-de-France ou dans les régions voisines pour pouvoir mieux connaître et ensuite traduire concrètement cette connaissance. Donc là, ici, je vous emmène en Bretagne, dans la communauté de communes rurale du Val-d'Ille-Aubigné, qui a réalisé donc, un état des lieux, un diagnostic écologique de son territoire, et y compris un diagnostic de sa trame verte et bleue, l'ensemble des continuités écologiques de forêts, de milieux ouverts, de milieux cultivés, et puis des milieux humides, des rivières, des berges. Et cette trame verte et bleue est parfois coupée par des infrastructures linéaires de transport, d'un type voie ferrée, autoroute, ou même simplement voie routière. Ici, on n'est pas sur une autoroute, mais sur une voie routière relativement importante. Et ils mettent en œuvre un plan d'action avec des moyens assez simples. Ici, vous voyez, le seul fait de mettre des panneaux de bois pour cacher la vue des voitures qui passent pour la faune et d'arrêter d'entretenir de manière extrêmement forte la végétation, permet de créer un couloir qui va être plus accueillant pour permettre à la grande faune de passer ici, sous cette route. Évidemment, la connaissance permet de traduire dans les documents d'urbanisme la protection d'espace ou de donner des clés dans la manière d'aménager. Je vous ai mis ici l'exemple de l'orientation d'aménagement et de programmation dans le plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, qui est un document essentiellement pédagogique pour les aménageurs et les promoteurs, pour leur permettre d'intégrer la dimension trame verte et bleue dans leur projet d'aménagement. À Lyon, c'est dans le plan climat et le document d'urbanisme que la question de la biodiversité, de la nature en ville, donc c'est à l'échelle de la métropole, est particulièrement prise en compte avec l'établissement d'un plan canopé qui vise à développer la part de l'ombre et de l'apport en termes de fraîcheur des arbres dans la métropole pour adapter la ville au changement climatique et à une ville dans laquelle on sait qu'elle est déjà très chaude en période de canicule, plus chaude que les milieux ruraux, eh bien, développer la plantation d'arbres par les services publics de la métropole et des communes, mais aussi par les acteurs privés, les bailleurs, les entreprises, les copropriétés. C'est l'objectif du plan canopé de la métropole de Lyon, articulé avec un plan ville perméable pour que l'ensemble de cette végétation ait aussi de l'eau stockée dans les sols. Évidemment, protéger la biodiversité, c'est gérer différemment nos espaces verts, les gérer de manière moins intense. Cela ne veut pas dire ne pas gérer. Ici, vous avez un exemple classique d'un des pionniers de la gestion dite différenciée à Rennes, où vous voyez que, bien évidemment, on entretient les bords des chemins, voire de l'autre côté, puis on laisse s'exprimer la strate spontanée, la strate herbacée, pour pouvoir avoir aussi un peu de liberté. On a même désormais des collectivités. Ici, vous êtes à Saint-Lunaire, toujours en Bretagne, toujours en Ille-et-Vilaine, mais
en bord de mer à côté de Saint-Malo, où là, ce petit parc, c'est moi qui ai pris la photo, dans mon dos, il y a l'église du village, eh bien, un tiers du parc, ici vous avez une aire de jeu, un tiers du parc est tout simplement réservé aux plantes et aux animaux. On a des petites ganivelles en châtaignier. Ici, ils ont ménagé un espace de sable pour que les abeilles solitaires qui vont nicher dans le sable puissent avoir un espace pour se reproduire. Il y a du tas de bois pour les hérissons. Et ici, la commune ne va faucher qu'une fois tous les 3 ans pour permettre, y compris aux plantes bisannuelles, de pouvoir faire leur cycle de vie. Donc là, on est même dans une absence ou une très faible gestion, et plus seulement dans une gestion dite différenciée. On a même, je suis désolé, j'ai beaucoup d'exemples bretons, mais vous allez voir que j'ai été voir un peu ailleurs. Ici, à Couesnon-Marche de Bretagne, on est toujours dans une communauté de communes rurales. Eh bien, l'entretien des bords de route a été mis en œuvre avec une extraction. Vous voyez qu'il y a une espèce d'aspirateur qui exporte le produit de la fauche des bords de route, nécessaire pour les questions de sécurité. Et donc, cette exportation de la matière organique va permettre d'avoir moins d'azote du fait de la décomposition de l'herbe qui est normalement souvent broyée et laissée sur place. Et donc, les herbes vont pousser moins vite et il va y avoir une diversification des types de plantes de ces bords de route. Donc, une plus grande richesse spécifique. Et puis, cerise sur le gâteau, cette herbe qui a été exportée, fauchée, elle va aller rejoindre des effluents agricoles dans un méthaniseur et elle va permettre de produire du biogaz, de l'énergie, de l'électricité. Et l'intercommunalité est rémunérée pour cela. Ce qui fait que tondre les bords de route à Couesnon-Marche de Bretagne, eh bien, cela rapporte de l'argent à l'intercommunalité. Donc on est là sur une vertu positive, à la fois pour la biodiversité, mais y compris pour le service public. Et l'investissement est assez faible, et qui plus est, c'est des investissements qui peuvent bénéficier d'aides publiques, évidemment. Alors, on a parlé de lutte contre les proliférations d'espèces non désirées. Voici un exemple de travail très intéressant dans l'Est, mais à Courdimanche, en Val d'Oise. Il y a un travail depuis de longues années sur le pâturage par les moutons pour contenir la renouée du Japon. Elle reste là, mais elle est à l'état de petites feuilles. On peut aussi lutter, comme à Besançon, en renaturant des espaces et en plantant des boisements rapides, notamment en bord de rivière, pour aller concurrencer cette plante à fleurs par des arbustes ou des arbres et faire qu'elle est toujours là, mais qu'elle ne prolifère plus, elle ne pose plus de problème parce qu'elle est en concurrence, soit parce qu'elle est mangée, soit parce qu'elle est en concurrence pour la lumière par d'autres espèces. À Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble, la collectivité, avec le soutien d'une association naturaliste, la Ligue de la protection, la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, mais on peut s'appuyer sur Noé, je salue Caroline Vickridge qui est là, ou d'autres associations locales en Île-de-France, par exemple dans les Yvelines, vous pouvez vous appuyer sur Athéna 78 et puis beaucoup d'autres. Et si vous ne savez pas qui sont les associations locales dans votre territoire, demandez-nous, il se peut que nous les connaissions et que nous puissions vous mettre en contact. Et ici, pour lutter justement contre le moustique tigre, en prévention, la commune installe des nichoirs à oiseaux insectivores et à chiroptères, donc les chauves-souris, pour assurer une régulation et une prédation plus intense de ces moustiques qui peuvent être vecteurs de maladies. On a parlé rapidement de faune et de bâti. À Lille, on fait attention à préserver les espaces où les chauves-souris vont hiberner. Par exemple, ici, dans les bâtiments patrimoniaux, on est là dans la contre-garde du roi à la citadelle, où on fait attention de permettre de conserver des ouvertures pour que les chauves-souris puissent entrer, mais de limiter l'intrusion par les êtres humains ou par d'autres animaux et de protéger ces espaces. Et puis, quand on rénove du bâtiment ancien, notamment tous les clochers et les beffrois, on est dans le nord, eh bien, on prévoit dès le départ d'installer des petits dispositifs extrêmement simples, très très peu coûteux, qui permettent de choisir quel type d'animaux on va accueillir dans ces clochers. On ne veut pas
accueillir des pigeons qui vont nous causer des problèmes liés notamment essentiellement aux fientes, mais on peut accueillir les martinets, qui sont ces voltigeurs aériens fabuleux, ou des chouettes ou des rapaces, qui vont y compris être des régulateurs des populations de pigeons, et puis les chauves-souris qui vont aller nicher dans les soupentes. Donc ce sont des travaux extrêmement faciles à mettre en œuvre, extrêmement peu coûteux, à condition qu'on les ait conçus au moment du chantier, en amont, avec le service bâtiment, avec l'architecte des bâtiments de France, et qu'on n'arrive pas après les travaux pour faire des aménagements, quel cas, bien évidemment, c'est beaucoup plus coûteux. Autre élément qui est tout à fait accessible, c'est de limiter la pollution lumineuse en éteignant nos éclairages extérieurs la nuit, là où on n'en a pas besoin. En 1950, dans mon petit village de Lozère, l'arrivée de l'électricité, c'était la modernité. Aujourd'hui, en Lozère, on enlève les candélabres, on est dans une réserve de ciel étoilé en Cévennes, et ça devient un argument même économique, touristique, d'attractivité, de retrouver le ciel nocturne. Eh bien, on peut changer, notamment en Île-de-France, les collègues du parc naturel régional du Gâtinais français, ou du Vexin, ou de la Haute-Vallée de Chevreuse sont très en avance, et dans certains villages, on a même complètement éteint les lumières tout l'été et on n'a plus d'éclairage. C'est un gain pour les papillons de nuit, les chauves-souris, mais c'est un gain directement pour les finances de la commune. Quand vous n'éclairez pas, vous ne dépensez pas d'énergie, vous faites des économies globales de CO2 et puis vous économisez sur votre facture. Donc là aussi, la dépollution lumineuse, c'est une voie d'avenir pour à la fois la biodiversité et les finances communales ou intercommunales. Et puis, ça peut se faire, évidemment, à façon. En milieu agricole aussi, on peut agir. Et un exemple d'action ici de la métropole Rouen-Normandie, c'est d'agir pour protéger ces petites fleurs. Ces petites fleurs, elles sont dites messicoles, c'est-à-dire qu'elles sont inféodées aux moissons. Elles ont coévolué avec la domestication des céréales par l'homme depuis près de 8000 ans. Et nos pratiques agricoles mécaniques, intensives et évidemment les intrants, du fait de la révolution verte au XXe siècle, eh bien, menacent ces petites plantes. Et de la même manière que nous avons besoin de bactéries, d'insectes, nous avons aussi besoin de ces petites plantes, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de voir encore des bleuets et des coquelicots au bord des champs ou dans les champs. Et la métropole fait un travail avec des agriculteurs et avec le Conservatoire botanique national du bassin parisien pour protéger ces espèces messicoles en même temps qu'elles protègent la ressource en eau. Le fait ici d'être sur des terres sableuses et de faire de la culture de céréales sans aucun intrant protège la ressource en eau et permet de donner des espaces de résilience pour ces espèces de plantes. Et d'autres types d'actions, ici on est à Maubeuge, dans l'agglomération de Maubeuge, où le travail est fait avec les agriculteurs et les collectivités pour recréer des bandes enherbées et des haies en bordure de champs, tout simplement parce que le Nord a été gravement frappé par des épisodes orageux en période où les sols étaient à nu, pour notamment la culture de la betterave, dont vous avez entendu parler récemment, notamment pour des questions de ravageurs et de modes de traitement. Eh bien ici, la création, la restauration de bandes enherbées et de haies permet de maintenir les sols et de protéger les villages qui sont légèrement en contrebas des coulées de boue catastrophiques qui ont coûté extrêmement cher. Heureusement, il n'y a que des dégâts matériels à ma connaissance, en tout cas sur les derniers épisodes. Mais en tout cas, on est là sur une limitation des risques. Donc on se rend service en restaurant de l'infrastructure agroécologique. Une autre manière d'agir, ici je vous emmène dans le sud, à Mouansartou. Vous voyez que je vous ai mis des petits liens, hein. Tous ces collectivités sont issues du concours Capitale française de la biodiversité. Et Mouansartou a mis en place une régie agricole pour produire des légumes et des petits fruits pour tout simplement sa cantine scolaire et collective. Et ça fonctionne. Et ils ont démontré qu'on pouvait faire
une alimentation bio, locale, et pour un coût équivalent à ce qui se faisait avant. Alors, pas forcément sans changement sur les quantités, mais il y a aussi un travail sur moins gâcher, moins jeter, et c'est un ensemble qui permet d'avoir un meilleur service et de donner une utilité sociale à ces terres, qui fait que quand il s'agit de négocier le plan local d'urbanisme, eh bien, la population, elle veut que ces terres restent des terres agricoles. On est sur la Côte d'Azur, il y a aussi une pression foncière, mais à partir du moment où les terres ont un usage, elles semblent utiles. Il est beaucoup plus facile pour les collectivités de les protéger et de résister à la pression de l'urbanisation. On a le même type d'action pour la métropole Montpellier-Méditerranée, où il y a un travail de valorisation des terres, notamment de la viticulture, avec de l'élevage, pour lutter contre la consommation des terres agricoles, en leur donnant une valeur, y compris symbolique, de production locale. Évidemment, protéger et gérer nos zones humides est un enjeu majeur pour la biodiversité, parce que ces milieux qui sont à l'interface de l'eau et de la terre sont les milieux qui sont extrêmement riches en espèces et en interactions, beaucoup plus que d'autres milieux. Donc ils ont une importance très particulière, mais là aussi, ils ont aussi un rôle en termes de prévention des risques d'inondation, des crues. Ce sont des véritables éponges, des milieux qui sont capables de stocker énormément d'eau à un instant T. Et donc les protéger, c'est aussi protéger l'ensemble du système de gestion des eaux. On est ici, par exemple, avec un exemple où on va jusqu'à réouvrir des rivières qu'on avait enterrées au XXe siècle. Ici, je vous emmène dans la métropole de Saint-Étienne. On est au Chambon-Feugerolles. Cette rivière s'appelle l'Ondaine. Elle était entièrement couverte sur 400 mètres. Et des inondations catastrophiques dans les années 2000, répétées sur quelques années, ont décidé, les élus et les techniciens, à faire des travaux pour retrouver un lit mineur de la rivière. Voilà la rivière dans son cours normal, et elle a un lit majeur, elle peut déborder, et ces travaux sur 400 mètres linéaires permettent de protéger 125 hectares d'habitations et d'entreprises du risque d'inondation. On a donc là une infrastructure hydraulique, de protection contre les inondations, mais ces milieux vont très rapidement être colonisés par des plantes, par des libellules qui vont pouvoir s'y reproduire. C'est des milieux qui deviennent très vite extrêmement riches du point de vue naturaliste. Autre travail, évidemment, c'est de rétablir la continuité dans le long de la rivière pour permettre aux poissons de remonter la rivière et de ne plus être bloqués dans une portion de rivière ou au début de la rivière et de ne plus pouvoir remonter en amont pour pouvoir se reproduire. C'est d'effacer les ouvrages, les retenues d'eau, les barrages que nous avons construits au fil des années, parfois pour des activités qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc la renaturation de la rivière dans sa longueur est aussi un travail extrêmement important pour la biodiversité, mais aussi pour la morphologie et le fonctionnement hydraulique de la rivière. Autre exemple, nous voici revenus en Île-de-France. À Carrières-sous-Poissy, le département des Yvelines a créé, sur une friche industrielle, un parc linéaire que je vous invite absolument à aller visiter quand il fait beau en été, mais aussi en période de crue. J'ai pris cette photo lors d'une crue de la Seine. Vous voyez qu'on avait planté des arbres. Ces arbres sont un peu inondés, mais ils ont été prévus pour. C'est un parc qui peut être inondé en grande partie pour permettre à la Seine de prendre un peu plus de place et de protéger, participer à protéger en aval et en amont les habitations. Et puis, vous y trouverez aussi une fantastique maison des insectes où l'Office pour les insectes et leur environnement vous accueille avec une exposition d'insectes vivants, une serre de papillons exotiques, bref. Ça vaut vraiment le paysage et le voyage, d'autant que c'est un parc qui a été fait pour être un parc sur sol pauvre, c'est-à-dire qu'on a pris le sol de friche, justement, et on a essayé de maintenir avec l'existant. Donc c'est aussi intéressant de voir comment l'économie de moyens peut permettre de recréer des espaces naturels en milieu urbain. Bon, vous avez compris que je suis amoureux de ce parc.
Je vous invite vraiment à aller y faire un tour. C'est accessible en RER, gare Poissy, puis bus. J'en ai parlé avec l'exemple de Rouen, mais en Île-de-France, on a un acteur majeur de la protection des milieux naturels. C'est Hauts-de-Paris et la ville de Paris, en protégeant les sources qui, pour certaines, sont situées à plus de 100 km du centre de la région. En protégeant les sources, les aires de captage, on protège la ressource en eau potable, parce que la nature, les êtres vivants ont cette capacité à filtrer et à dépolluer et à épurer l'eau beaucoup mieux que l'on est capable de le faire avec nos usines. Une partie de notre eau potable en Île-de-France est produite avec de l'eau que nous pompons dans la Seine ou dans les rivières et que nous dépolluons, que nous épurons pour la rendre potable. La nature nous rend ce service gratuitement. La dépollution de l'eau potable nous coûte extrêmement cher chaque année. La dépollution de notre eau potable en France, des seuls résidus de pesticides, représente 20% du chiffre d'affaires annuel des pesticides. Donc on va utiliser des pesticides d'un côté et puis on va repayer de l'autre pour notre eau potable, pour la dépolluer. Éviter de polluer, c'est faire des économies dès le début et ensuite de manière indirecte sur notre facture d'eau ou sur nos infrastructures. Et puis l'autre aspect intéressant, c'est que les aqueducs sont aussi des emprises vertes et les aqueducs qui amènent l'eau au travers notamment de nos plaines agricoles constituent une partie de la trame verte et bleue. Donc il y a un double service rendu par le service d'eau potable, qu'il soit en régie ou en délégation. Je vous parlais d'extinction de l'expérience de nature tout à l'heure. Une des manières de reconnecter à la nature, c'est de proposer aux citoyens, ça peut être dans le cadre associatif, ça peut être avec une collectivité, ça peut être avec son entreprise, avec ses voisins, de participer avec des spécialistes de la nature à des chantiers nature. Ici, on est sur un travail de restauration de milieux ouverts. Donc, pour garder, on est sur de la lande à Calune, donc on a une perte d'usage pastoral qui fait que les milieux se ferment. Et donc, on a besoin, nous, de venir intervenir. Eh bien, le fait d'avoir des bénévoles permet, sur une demi-journée ou une journée, d'accomplir beaucoup plus que ce qu'on est capable de faire avec nos seuls moyens de collectivité ou de gestionnaire d'espaces naturels. Et puis l'autre chose qu'on peut faire, c'est en ville, créer des jardins de manière collective, évidemment. Donc je ne m'étendrai pas là-dessus, on en parlera certainement cet après-midi dans un certain nombre d'ateliers. Ici, vous êtes à Lille ou sur une friche, de manière collective, avec les matériaux locaux. On aménage des jardins pour faire un petit peu de légumes, on construit des cabanes ou des bancs sur le terrain, et on a à la fois une activité sociale et une activité d'aménagement d'un espace naturel qui jusque-là était fermé au public. On peut aussi désimperméabiliser, c'est un enjeu majeur à la fois pour l'eau, mais aussi pour la température, et puis pour reconquérir des espaces verts. Alors ici, ce n'est pas un espace vert, c'est un jardin sec méditerranéen, il n'est pas vert, mais bien évidemment, c'est aussi un espace de nature. On est à Montpellier. Ici, c'était un parking qui n'était pas utilisé ou pas bien utilisé, eh bien, il a été transformé, et y compris, il a été l'occasion d'une fête en 24 heures pour le quartier, pour aller planter les plantes, faire des animations, et ça fonctionne très bien. On a bien évidemment des actions, alors je vais arriver à revenir en arrière, voilà, j'essaie de ne pas trop appuyer, des actions de désimperméabilisation et de végétalisation participative. J'aurais pu vous citer un certain nombre de dispositifs que vous mettez en œuvre en Île-de-France. Ici, c'est le dispositif strasbourgeois de végétalisation participative. L'intérêt, c'est qu'il s'inscrit dans un plan d'action sur 5 ans de type plan biodiversité pour l'ensemble de la collectivité, et puis qu'ils ont un portail unique Strasbourg ça pousse, où à partir du moment où vous avez envie de jardiner ou de végétaliser le pied d'arbre devant chez vous, vous avez une porte d'entrée unique avec des ressources et de l'aide, et vous pouvez dire voilà les espaces qu'on pourrait aménager devant chez moi ou devant mon commerce ou encore dans ma résidence. La reconnexion avec la nature, c'est aussi l'observation.
du vivant. Les sciences participatives sont un des outils qui sont utilisés pour redonner, transformer le regard qu'on a sur les animaux ou les plantes dans notre environnement immédiat. Ici, je vous ai mis le programme d'animation de La Roche-sur-Yon en Vendée, qui a consacré une année d'animation autour des sciences participatives. Alors, il s'agit tout autant d'observer les papillons que la flore des rues ou encore les oiseaux des jardins. Et on n'a pas besoin d'être spécialiste, on peut même être des enfants. Et d'ailleurs, à Nanterre, la ville utilise les sciences participatives avec la communauté éducative et le dispositif Viginature École pour faire le lien entre la gestion des espaces verts publics et la formation, l'éducation, et où on utilise l'observation de la nature pour faire du français, des mathématiques, de l'anglais, des arts plastiques. Donc là aussi, on peut avoir des sciences participatives qui sont support pédagogique. Et puis, bien évidemment, ce sont des outils extrêmement importants pour les services espaces verts des collectivités, pour les agents à qui on demande notamment une transformation rapide de leur métier, des agents qu'on a formés à utiliser des produits depuis des années et à qui on dit il ne faut plus en utiliser, ils peuvent se sentir démunis, peuvent se sentir rétrogradés. Et donc l'observation de la nature, des espaces qu'ils gèrent, et y compris des changements qui interviennent dans leurs espaces, peut être une manière aussi de leur redonner une fierté et une valeur dans leur métier. Et ici, je vous ai mis l'exemple de la ville de Lyon qui forme avec des associations naturalistes des volontaires, des référents dans chacune des équipes de gestion, qui vont devenir eux-mêmes des ambassadeurs et des formateurs de leurs collègues pour avoir comme ça un effet de tache d'huile dans l'intérêt pour la biodiversité, la flore, mais je ne sais pas si ici on aperçoit, ici ils ont créé une mare et ils posent des gîtes à chauves-souris. On peut travailler aussi avec les entreprises de son territoire. Je reviens à Strasbourg, mais on peut le faire vraiment dans tous les territoires. Nous avons des zones d'activité notamment où on peut accompagner les entreprises à mieux gérer leurs eaux pluviales, à faire des économies. Et d'ailleurs, pour certaines, elles peuvent bénéficier en tant qu'entreprise d'aides publiques pour faire ces travaux. Et ici, vous êtes sur la création toute simple d'une mare sur le site d'une entreprise. Et vous voyez que c'est aussi l'occasion de mobiliser les salariés, de faire des choses qui, là aussi, donnent du sens à l'action collective au sein de l'entreprise avec les partenaires publics ou associatifs locaux. Donc c'est aussi des éléments importants. Enfin, mon dernier exemple sera alsacien aussi à Muttersholz, capitale française de la biodiversité 2017, 2000 habitants, pour vous montrer aussi qu'on peut être une capitale française de la biodiversité sans être une grande ville. On peut être une capitale française de la biodiversité en n'ayant pas un patrimoine naturel extraordinaire. C'est le cas de Grande-Synthe, qui est une ville extrêmement urbaine, totalement enclavée par les industries lourdes, et qui a été capitale française de la biodiversité 2010. Ce qui compte, c'est vraiment les politiques publiques qui sont mises en œuvre en faveur de la biodiversité, quel que soit l'endroit d'où on part ou les atouts dont on bénéficie. Ici, à Muttersholz, ils ont créé un sentier pieds nus. C'est un sentier de découverte du Ried, la plaine inondable d'Alsace, qu'on fait. On laisse ses chaussures dans il y a des petits casiers, on laisse ses chaussures dans le casier et on va se faire une balade pieds nus sur un chemin aménagé à la découverte des paysages, de la nature locale. Et c'est absolument extraordinaire comment le sensible vient en appui du rationnel. Et je vous ai fait en première partie de mon intervention toute la démonstration de notre connaissance rationnelle que l'état de santé de la nature va mal et qu'il faut agir. Je voudrais finir en vous disant à quel point le sensible, l'artistique, le goût du merveilleux est indispensable pour changer notre regard sur la nature. À Muttersholz, c'est devenu y compris une activité économique, d'attractivité touristique en hors période de crise sanitaire. Ce sont 40 000 visiteurs par an
qui viennent sur ce petit sentier dans un village de 2000 habitants. C'est tout à fait important en termes d'attractivité touristique. Ce n'est pas du tout négligeable. C'est un autre des services rendus par la nature dont une collectivité peut bénéficier. Et je finirai sur cette belle image d'une enfant et d'un sourire, en vous remerciant pour votre attention.